Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Donc je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui je pense, j'espère qu'à ce niveau-là je pourrais apporter le maximum d'aide au maximum de personnes qui souffrent de ce problème, donc l'électrosensibilité. Donc j'en ai souffert moi-même pendant plusieurs années, donc je sais de quoi je parle et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas pour traiter d'un sujet abstrait comme ça qui me viendrait à l'esprit. Et donc bon, l'électrosensibilité, de plus en plus de gens en souffrent de nos jours et vont en souffrir. Les prédictions, je crois, sont assez catastrophiques, mais je les ai plus en tête. Et de toutes les manières, c'est une règle physiologique. On essaye de faire vivre des êtres humains dans des conditions que peut-être seules des machines pourraient effectivement, pour lesquelles des machines ne poseraient pas de problème, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que tout simplement notre physiologie n'a pas été prévue pour ça. Et notre physiologie elle-même intègre des règles et des mécanismes de fonctionnement électromagnétique au niveau de la communication intercellulaire, donc qui fait qu'on est fait pour fonctionner avec, je dirais, un certain type de champs électromagnétiques, de niveaux ils doivent être très très faibles, et puis peut-être aussi de fréquences. Donc le cerveau fonctionne sur certaines fréquences, on sait, je crois que c'est du 10 Hz. Donc ne serait-ce que votre installation électrique déjà qui fonctionne en 50 ou 60 Hz, déjà elle est nocive pour votre système nerveux et pour votre cerveau fonctionnement. Alors je dirais qu'on a quand même une capacité d'adaptation, mais le problème c'est que quand on multiplie tous les facteurs, champ magnétique, champ électrique, champ électromagnétique, donc ondes haute fréquence, four micro-ondes, plaques de cuisson à induction, donc qui fonctionnent par des champs magnétiques, donc on est constamment exposé, même ce qu'on mange est au fait chargé déjà de cette énergie, qui est nocive pour l'organisme. Moi-même, à un moment donné, j'ai dû cuisiner avec des plaques à induction pendant une certaine période, et c'était l'horreur. Et donc j'avais remarqué qu'il fallait surtout pas que je mange des aliments trop liquides mijotés, parce que là comme l'eau est conducteur, donc elle s'imprégnait de cette énergie magnétique en l'occurrence, et donc tout mon corps, si je buvais ces liquides, ça me faisait ça me faisait des sensations vraiment horribles quoi dans le corps. Donc disons que tout ce qui est plaques vitrocéramiques déjà c'est nettement mieux. Et puis bon, la meilleure chose c'est la plaque, les cuisinières à gaz. Mais bon, ça c'est un détail. Mais pour revenir au champ, donc à l'électrosensibilité, donc qui est conditionnée par il me semble deux facteurs voire trois facteurs. La durée d'exposition, donc plus vous êtes exposé et moins votre organisme a la possibilité de se régénérer et de s'isoler, en fait, surtout pendant la phase du sommeil, de tous ces champs, et plus vous allez saturer et vous allez plus avoir la capacité à absorber tout ça et à restructurer un peu votre organisme pourra plus se restructurer, parce qu'au fond on a une très mauvaise compréhension, voire quasiment nulle. Enfin, il y a quelques études de quelques personnes qui ont essayé d'approfondir ce sujet, qui est celui de la bioélectrique, donc qui se retrouve notre corps il y a un fonctionnement bioélectrique du corps au niveau du système nerveux, au niveau même des minéraux, de l'assimilation de certains minéraux, même au niveau des cellules, des charges négatives, positives, la pompe à protons, il me semble. Donc entre l'équilibre sodium-potassium, il y a tout un tas de choses comme ça au niveau bioélectrique dans le corps, même au niveau des paramètres de l'eau. Elle devrait avoir certains paramètres, être la plus résistive possible, donc être la moins conductive, donc la moins chargée en minéraux, pour avoir un taux de solide à sec, le plus faible, le plus bas possible. Donc elle devrait être résistive. Et il y a aussi un autre paramètre qui est celui de
que j'oublie toujours d'ailleurs. Je ferai de toute façon peut-être une autre vidéo sur l'eau aussi, dont j'ai pas mal, je dirais, approfondi à partir des travaux effectivement essentiellement de Vincent, la bioélectrique de Vincent, donc Louis Vincent je crois il s'appelait. Donc un Français, un biologiste ou ingénieur je crois, français, spécialisé dans l'eau. Voilà. Mais pour revenir revenir à l'électrosensibilité, donc et aux facteurs qui conditionnent le moment où vous allez devenir électrosensible, et vous allez le devenir petit à petit, sans trop vous en rendre compte au début. Et puis après, disons que il y a un moment donné où votre organisme a franchi un certain seuil, et là après c'est le clash, quoi. C'est le clash, c'est-à-dire que vous supportez plus, ça vous déclenche tout un tas de symptômes, de problèmes, et vous pouvez presque plus que vous avez du mal à identifier la cause dans un premier temps. Mais bon, maintenant je dirais que plus en plus de gens sont conscients et prennent conscience de ce problème. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour apporter des solutions et puis pour expliquer peut-être un petit peu aussi en détail. Et donc il y a la durée d'exposition et puis le niveau d'exposition. Donc vous pouvez utiliser par exemple une application sur Android, Wi-Fi Analyzer, donc qui vous permet de scanner les réseaux Wi-Fi environnants. C'est une assez bonne application qui fournit des assez bons graphiques. Moi je l'utilise tout le temps. Et puis après, donc avec ça, vous avez déjà une cartographie un petit peu des réseaux Wi-Fi environnants. Mais peut-être certains réseaux Wi-Fi sont cachés, ou peut-être il y a d'autres sources que le Wi-Fi, donc les fours micro-ondes qui fuient presque tous au bout de quelques mois. J'ai fait l'expérience avec le mien, c'est vraiment une catastrophe. Et d'ailleurs, a priori, voilà, les fabricants n'encourent aucune poursuite, hein. Il y a un appareil tout simplement. Moi j'en avais acheté plusieurs, donc je vous présente, qui est bien, celui-là est très très bien. Donc je me rapproche un peu de la caméra. Donc c'est un appareil de chez qu'on procure, fabriqué en Allemagne, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. C'est voilà, en tout cas c'est ce modèle, vous le trouvez assez facilement sur le web. Il y a différents sites, et donc il prend en compte les champs électriques, les champs magnétiques et les ondes haute fréquence. Donc avec ça, vous avez tout de suite je dirais une appréciation à différents niveaux de votre environnement, que ce soit au niveau électrique, magnétique. Et donc, et ce qui est bien en plus, c'est que je le mets mais ici il n'y aura pas beaucoup je dirais de réponses, parce que tout simplement on est au plein milieu de la campagne, et il n'y a pas d'antenne relais, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de Wi-Fi, parce que j'ai le Wi-Fi, les téléphones DEC, je les ai neutralisés donc ça c'est aussi une info que je vais donner en achetant, donc parce qu'ils en avaient installé une espèce d'antenne relais avec 3 combinés qui pouvaient porter sur 300 mètres, et j'ai remplacé par un téléphone DEC, donc avec 0 émission en mode veille, donc il émet plus dès qu'il n'y a plus de communication. Donc no radiation during standby mode, et donc émission réduite en mode communication, c'est-à-dire que le téléphone adapte la puissance du signal à la distance basse combinée. Ça sert à rien d'émettre autant si on est à 5 mètres que si on est à 100 mètres. Ça paraît logique, mais enfin bon, il a fallu attendre je ne sais pas combien de temps pour qu'il y ait un fabricant, et encore ils sont pas tellement nombreux que ça à en proposer. C'était en l'occurrence Swiss Voice, très très bon matériel. Et donc là vous voyez pour le Wi-Fi aussi, ils avaient installé un Wi-Fi à un routeur de NAS que j'ai viré. J'ai acheté un routeur qui a été dont le firmware a été flashé, donc pour avoir un signal qui soit nettement plus biocompatible, c'est-à-dire que grosso modo, au lieu de pulser à 30 pulsations par seconde, il va pulser à 3 pulsations par seconde, ou beaucoup moins, 10 fois moins je crois, et vous avez la même qualité de connexion, et en plus j'ai rajouté donc un espèce de housse pour modem, donc avec des fils qui sont de nylon imprégnés d'argent, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un signal qui va donc être à 100 mètres encore assez de bonne qualité, on va dire à bout de 10 mètres il n'y aura plus rien, parce qu'effectivement là dans la configuration c'est plus pour être dans une pièce et avoir du Wi-Fi, et avec une planification horaire à certaines heures, c'est-à-dire que voilà, c'est planifié, ça s'active automatiquement et ça se désactive aux heures qui ont été configurées, et il y a le Wi-Fi et il n'y en a plus,
Et puis on peut sélectionner donc les différents modes, différents protocoles, les différentes normes, plus quel type de... On veut du 20 MHz, 40 MHz, du 80, si on veut comment ça s'appelle, sur du 2,4 GHz ou du 5... parce qu'il faut savoir qu'il y a la fréquence donc en gigahertz qui est la fréquence sur laquelle est diffusée, je crois, les données, et puis il y a une fréquence qui pulse le signal pour le propager sur des plus longues distances, parce que la portée d'une onde haute fréquence est de quelques peut-être centimètres ou est très faible. Donc il faut une fréquence qui est ce qu'on appelle une carrier frequency, qui va propulser le signal sur des plus longues distances, donc qui là est de l'ordre du mégahertz. Voilà, donc ça c'est une petite explication qui, je crois, est à peu près correcte. Et là donc vous voyez, quand on l'allume, donc il y a un petit bruit qui se met en route en fonction qui augmente selon l'intensité. Mais là effectivement, comme il n'y a rien, tout est dans le vert. Parce que comme je vous l'ai dit, là, bon, je suis en plus là, il y a même pas je suis même pas à portée d'une installation électrique. Et là, quand vous appuyez sur ce bouton, là vous recherchez plus au niveau, vous avez une sensibilité accrue au niveau des ondes haute fréquence. Donc et en l'occurrence, là, vous voyez, il y a juste vert et jaune, une diode jaune qui est allumée. Et donc en fait, il y aurait tout l'étendue on va dire, donc il y a 6 diodes à chaque étage, il y a 3 étages, donc ça fait 18 diodes. Donc si vous avez vous dépassez la moitié, c'est que déjà, bon, ça commence à être un peu détérioré. Si vous êtes quasiment là-haut, c'est que déjà vous êtes dans un environnement. Donc ça permet d'avoir une lecture plus fine je dirais de la puissance des ondes, des ondes électromagnétiques qui saturent votre environnement, qui se diffusent. Donc ça, c'est vraiment... Et puis il y a même aussi, si vous réappuyez, là vous êtes plus pour détecter au niveau des... Ah, j'ai un insecte qui m'est entré dans les... Au niveau de l'inversion de phase neutre sur les interrupteurs électriques ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'est un très bon appareil qui vaut à peu près je dirais, dans les 200 €, je crois. Faut quand même investir un peu d'argent, parce que si on veut quand même quelque chose de fiable. Après, il y a aussi un autre, l'électrosmog de chez je sais plus qui, que j'ai aussi, qui donne une lecture beaucoup plus fine en termes de valeurs. Donc vous avez des valeurs en microwatts, en volts par mètre. Mais dirons que ça, c'est vraiment plus déjà pour une utilisation. Oui, bon, c'est complémentaire, mais ça déjà suffit, quoi. Ça suffit déjà pas mal pour se donner, parce que vous pouvez, il y a des valeurs qui sont données à chaque diode, si vous êtes dans le mode donc plus sensible, dans le mode de sensibilité accrue aux ondes, de lecteur de la lecture, celui que je vous ai montré. Vous avez les 3 étages qui sont utilisés pour je dirais, évaluer la force du signal des ondes haute fréquence. Donc là, vous avez des valeurs sur une grille qui sont indiquées qui correspondent à des volts. J'ai essayé de comparer avec l'autre appareil. Il y a des petites différences, mais enfin ça reste quand même pertinent. Là, je me fais cartonner par les moustiques ici. Enfin, c'est pas les moustiques, c'est des moucherons en fait. C'est pire que les moustiques, parce qu'il y a les moustiques, on les voit. Bref, et donc voilà. Sinon, donc au niveau de l'électrosensibilité, donc les facteurs, je vais les exposer, ce qui amène. Alors il y a un autre facteur qui à mon avis aussi est déterminant, et c'est le problème des métaux lourds. Donc plus vous êtes, grosso modo, plus vous avez de particules de métaux lourds dans votre organisme, vos tissus, plus vous allez devenir sensibles, puisque forcément plus vos tissus vont devenir conducteurs, voire vos cerveaux, si c'est arrivé au niveau des tissus comme le cerveau ou le système nerveux. Donc ça va induire une conductivité c'était mon cas effectivement, puisque j'ai fait 1 an de chélation métaux lourds, et je me suis rendu compte après des passages effectivement extrêmement, quand même plusieurs mois de traitement avec de la chlorella, de l'ail des ours, du OptiMSN, plus tout un tas d'autres antioxydants comme astaxanthine, curcumine, pour calmer l'inflammation qui est induite, la boswellia,
voire même de la quercétine pour diminuer les réactions après de réactions excessives de l'organisme et l'augmentation des niveaux d'histamine, parce qu'en fait, à force d'avoir toutes ces particules de métaux lourds, vous développez des réactions qui sont anormales, surtout si vous avez déjà un terrain un peu susceptible au niveau en termes de, je dirais, d'allergie ou de réaction un peu comme ça démesurée, quoi, enfin un petit peu de ce genre. Et donc des antioxydants, de la chlorella, c'est essentiellement de la chlorella pour aller chélater les métaux lourds, et puis des composés soufrés comme l'ail des ours, mais l'opti-MSN ou même de l'ail, vous pouvez manger aussi, l'ail cru, hein, pas cuit, ça n'a plus vraiment beaucoup d'effet cuit, sachant que le soufre est assez volatile, et donc surtout l'opti-MSN, c'est ce qu'il y a de plus efficace selon moi, pour aller donc là se lier aux particules que vous avez extrait avec la chlorella. Et alors il y a aussi autre chose, donc ça c'est au niveau de la chélation métaux lourds, mais ça je dirais là pour l'instant je vais pas trop rentrer dans le détail. Je regarde combien ça fait de temps, ouais, parce que la vidéo va s'allonger. Et après vous pouvez utiliser aussi, je vous conseille d'utiliser beaucoup d'huile de coco. L'huile de coco est fabuleuse à ce niveau-là pour calmer l'inflammation, surtout au niveau du cerveau parce qu'en fait ça contient des triglycérides à chaîne moyenne, donc des TCM, qui sont le carburant, le meilleur fuel pour le cerveau, et qui surtout a un effet anti-inflammatoire sur le système nerveux et tous les tissus du type nerveux, quoi, donc du cerveau, etc. Et moi ça m'a permis aussi l'huile de coco, et vous pouvez même vous masser avec en rajoutant des huiles essentielles, vous faites une huile de massage. Et je dirais que là, vous allez vraiment sentir que je dirais un apaisement en termes au niveau du fonctionnement du système nerveux, un rééquilibrage, et vous allez vraiment vous allez avoir une meilleure concentration, l'esprit plus clair, plus de capacité à vous isoler et à ne pas être totalement, constamment, je dirais, impacté, perturbé par tous ces champs électromagnétiques. Vous allez avoir votre cerveau va petit à petit avoir plus d'énergie à sa disposition, une énergie de premier choix qui va tout de suite être assimilable par le cerveau. Donc ces corps gras, ces triglycérides à chaîne moyenne, ces corps gras donc sont vraiment des carburants de premier choix pour le cerveau. Et donc ça va lui permettre de résorber l'inflammation, donc qui sont les tissus, qui plus est si vous avez des particules de mercure ou autres qui sont dans votre cerveau, ou d'aluminium, donc qui vont créer une inflammation à différents endroits de du cortex, quoi, qui vont créer une inflammation constante, donc qui va faire que plus l'inflammation va augmenter, plus la conductivité de ces métaux lourds, donc qui forcément vont être chargés par les ondes électromagnétiques. Tout ça va augmenter sans arrêt le niveau d'inflammation, d'où le fait qu'à un moment donné, certaines personnes ne peuvent plus, quasiment ce qui a été mon cas, ne peuvent plus sortir de chez eux, voire ne peuvent même plus rester chez eux, parce que vous êtes dans un appartement où vous avez tout un tas de réseaux Wi-Fi de tous les côtés, vous êtes obligé de vous créer une cage de Faraday, et ça coûte cher, ça coûte au moins 3000 € pour acheter tous les tissus, et pour faire qu'une petite pièce de quelques mètres carrés, une dizaine de mètres carrés, 15 mètres carrés peut-être, je sais plus, j'avais fait le calcul à l'époque. Et moi je m'étais acheté des tissus. Alors au niveau des tissus, vous avez des tissus en fil d'acier qui sont pas mal, je trouve que c'est assez efficace, et des tissus en fil de nylon imprégnés d'argent. Donc ceux-là, soi-disant, ils sont censés avoir un niveau d'atténuation plus élevé, donc c'est quasiment du moins 90 décibels, mais bon, 80 dB. Les autres seraient plus dans l'ordre en fil d'acier, je crois, j'ai plus de mémoire, peut-être du 5-60 dB, je sais plus. Bref, ça il y a un excellent site, geotellurique.com, vous allez sur site et geotellurique.com, et il y a vraiment, là vous aurez un très bon conseil, très bon. Moi je me suis fourni essentiellement chez eux. Voilà, donc j'en profite pour faire une petite insertion aussi, pour vous conseiller aussi d'utiliser des systèmes surtout si vous travaillez sur ordinateur, mais pas uniquement, de earthing, donc tapis de earthing. Donc ça c'est vraiment aussi assez important. Donc surtout, il faut être sûr d'avoir une bonne, si vous voulez vous équiper de ce genre de système, il faut être sûr je dirais, d'avoir une bonne qualité de prise de terre. Donc il y a des appareils pour mesurer. Bon, le problème c'est que c'est assez cher, c'est des appareils quand même professionnels d'électriciens pour mesurer
l'impédance, je crois que ça s'appelle, de la terre, enfin bref. Sinon il y a des plus petits appareils à une quinzaine d'euros pour vérifier si déjà votre terre est bien branchée. Voilà, donc qu'on trouve pareil sur les sites Navoti, navoti.com, geotellurique.fr. Donc voilà, c'est deux sites que je connais en tout cas, ou chez lesquels je me suis fourni. Et donc acheter un tapis d'earthing que vous placez là à l'endroit, par exemple si vous travaillez, je sais pas, sur ordinateur une bonne partie de la journée, ou même si vous êtes dans un bureau, vous pouvez l'installer. Donc vous enlevez vos chaussures, et puis le mieux c'est d'avoir les pieds nus, mais enfin ne serait-ce que si vous avez déjà, je dirais, en chaussettes, vous posez les pieds dessus, ou alors sinon vous faites des petites pauses ou vous déchargez sur le tapis, pieds nus. Vous pouvez sinon l'utiliser, le mettre à côté de votre ordinateur, ou même vous pouvez même aussi le mettre sous votre clavier, où là il y a votre souris, il y a deux possibilités. Vous pouvez même enfin un seul ça suffira, il n'y a pas besoin d'en mettre deux. Et donc comme ça va absorber déjà, s'il y a une bonne qualité de terre, ça va absorber tous les champs électriques qui proviennent de votre ordinateur. Donc ça, moi j'ai utilisé, je ne peux plus m'en passer au niveau du travail sur ordinateur. C'est vraiment indispensable. Et puis vous pouvez aussi, donc une autre chose, là vous pouvez vous acheter un plaid qui va pareil se connecter à la terre, donc un plaid de earthing. Il y en a des très bien vraiment qui coûtent 180 euros. Ça vaut vraiment l'investissement, je pense, avec en fil d'argent tressé, en très belle qualité de coton. Franchement, je suis pas commercial pour ces sociétés, hein, mais voilà, moi j'ai utilisé ces produits, donc comme j'essaie de proposer des solutions, il faut bien que je donne des références, quoi. Je peux pas juste donner des éléments théoriques et puis voilà, basta, c'est terminé. Donc ce plaid de earthing est vraiment très bien, qui est fabriqué, je crois que c'est made in USA. Et donc ça, vous pouvez l'installer soit sur un sofa, là où vous, par exemple, le soir, si vous, je sais pas, si vous regardez, installez sur un canapé. Et donc là, pour vous décharger, le mieux c'est pareil, c'est de se mettre vraiment sans habit, hein, dessus, pour vraiment avoir le contact de la peau. Sinon, vous pouvez aussi l'installer dans votre lit, sur le drap, enfin vous dormir dessus. Voilà, moi c'est comme ça que je fais, je l'ai installé dans mon lit. Et voilà, bon, il faut faire attention quand même de pas trop le salir. Donc voilà, c'est deux choses que vous pouvez utiliser au niveau earthing, donc qui sont vraiment, je pense, des choses indispensables, qu'on soit même électrosensible ou pas électrosensible. Parce que de toute façon, dans le monde dans lequel on vit, maintenant, on est complètement exposé à tout genre d'ondes, de champs électriques constamment. Et puis il y a aussi une autre chose que j'en profite, qui m'est revenue à l'esprit. C'est d'utiliser des plantes adaptogènes. Donc ça, c'est aussi très important, qui vont permettre à votre système nerveux et à votre système endocrinien de vraiment, qui sont deux systèmes qui sont reliés dans l'organisme, vraiment de pouvoir, je dirais, avoir une capacité, augmenter votre capacité d'adaptation à tout cet environnement qui n'est pas du tout naturel pour vous, pour votre organisme, en l'occurrence, peut-être pas pour vous, mais pour votre organisme. Et donc des plantes adaptogènes comme la numéro 1 pour le système nerveux, c'est le Rhodiola rosea. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Après, il y a l'ashwagandha aussi, le lettérocoque, bon, il y a le ginseng. Bon, le ginseng, moi, c'est trop yang pour moi, donc j'en prends pas. Il y a donc Gotu kola, qui est aussi une plante ayurvédique, qui a un effet qui ressemble au ginkgo. Donc vous pouvez prendre du ginkgo aussi, très bien. Et le Gotu kola, donc c'est fabuleux pour le système nerveux. Donc pour équilibrer le système nerveux, même utilisé pour la méditation, je dirais les personnes qui veulent faire des pratiques énergétiques aussi. Et puis donc il y a Tribulus ou Tribulus terrestris, qui est pas mal. Bon, là ça joue plus au niveau, c'est pas vraiment le système nerveux, mais au niveau des précurseurs de testostérone, enfin c'est naturel donc. Et bon, ça c'est pas mal, ça peut quand même un peu aussi renforcer l'organisme à petite dose. Voilà, c'est les bodybuilders qui utilisent ça, et c'est que ça donne quand même une bonne, je dirais que ça, comme ça agit sur les hormones, donc ça a quand même un effet
qui rebooste pas mal. Donc ça c'est aussi à essayer. Et mes favoris c'est Rhodolia, Ashwagandha, voilà le maca aussi, j'allais oublier le maca, c'était ça, le maca. Maca, donc ça c'est une racine qui ressemble au ginseng d'origine péruvienne, utilisée par à l'origine les Incas, enfin les habitants des hauts plateaux, qui utilisent ça donc en altitude, ça leur peut donner une meilleure capacité d'adaptation à l'altitude et au manque d'oxygène. Donc ça c'est vraiment fabuleux. Et le dernier, voilà, que j'allais oublier, le cordyceps. Cordyceps, donc ça aussi c'est un champignon qui se développe en fait, qui est un champignon mais parasite qui se développe sur le corps de certains insectes. Donc il utilise, en fait il mange, il dissout un peu ces insectes, alors, et puis ça se crée, c'est un parasite à la base qui se transforme en champignon. Et donc bon, c'est extrêmement rare sous sa forme naturelle et ça coûte plus cher que l'or au kilo. Mais il en existe des extraits qui sont synthétisés en laboratoire, enfin qui sont cultivés en laboratoire, donc du Cordyceps CS4, et ça c'est vraiment aussi fabuleux. Pour moi c'est un de mes indispensables, le Cordyceps. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça permet à l'organisme aussi d'assimiler beaucoup plus d'oxygène. Donc ça a été utilisé par les sportifs de haut niveau, que ce soit en Russie ou en Chine, pour vraiment améliorer les performances. Donc ça c'est un effet un peu comme l'EPO, on va dire, EPO-like. Et ça vraiment c'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille vraiment. Donc avec toutes ces substances, si vous les introduisez, vous allez augmenter votre capacité adaptative et vous allez booster votre métabolisme. Et donc ça c'est aussi très important, avec des corps gras aussi d'excellente qualité qui vont être anti-inflammatoires, et donc la noix de coco, le cacao ou caroube qui est un petit peu similaire à la noix de coco, au cacao, mais beaucoup moins cher. Et puis très très parfumé aussi. Donc on peut utiliser les deux en l'occurrence. Et donc moi j'ai une des préparations que je fais, voilà, que je vais vous donner. C'est-à-dire que je prends la poudre de caroube, la poudre de cacao, une petite cuillère à café d'huile de noix de coco. Je mets des plantes adaptogènes, voilà, que je vous ai cité, Rhodolia, des fois en général je mets maca, un peu de Rhodolia, Tribulus et d'Ashwagandha. Donc je mélange tout ça avec la caroube, le cacao, la noix et l'huile, la graisse de noix de coco, et je bois ça en fin de matinée. Et ça c'est vraiment aussi c'est vraiment fabuleux, quoi, parce que ça c'est un effet rééquilibrant sur le système nerveux, anti-inflammatoire et je dirais revitalisant, et exceptionnel. Je vous conseille vraiment de faire ça. Et donc voilà, ici utiliser des substances comme le pollen ou la gelée royale. Enfin moi j'ai tout un tas de préparations, mais bon, allez voir mes autres vidéos. Et sinon vous pouvez acheter, donc donc voilà, vous pouvez donc l'huile de coco, c'est vraiment je dirais un remède indispensable pour les gens qui sont électrosensibles à commencer. Alors au début, ça peut, au niveau intestinal, ça peut un peu vous faire des réactions parce que c'est antifongique. Donc souvent, qui dit métaux lourds dit aussi prolifération fongique, parce que les levures, qui est encore plus sous forme de champignons, ont la propriété d'encapsuler les particules, tous les déchets de l'organisme, dont les métaux lourds, que l'organisme n'arrive plus à gérer. Donc si vous avez des amalgames dentaires aussi, voilà, il faudrait penser à commencer à les enlever, parce que là vous allez absorber constamment, donc tous les jours vous allez avaler du mercure donc sous forme volatile, enfin qui se dissout dans la salive, etc. et qui vous attaque toutes les muqueuses de la bouche et de l'œsophage et de l'intestin et partout où il va se diffuser, et même dans les autres tissus, petit à petit où il se diffusera. Donc là, mais le problème c'est qu'en France il n'y a pas vraiment je dirais dentistes compétents. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est underground, quoi. Il faut les trouver, parce que même eux, ils ont peur vraiment de s'exposer, parce que comme la position officielle, c'est que les métaux lourds ne sont pas toxiques. Donc s'ils ne sont pas toxiques, grosso modo, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter, il n'y a pas besoin de mettre en place des procédures d'enlèvement des amalgames sécurisées, avec donc tout un tas d'équipements, donc des digues dentaires en caoutchouc, vous êtes tout caoutchouté, vous avez des masques oxygène à charbon, on vous fait faire des lavements de bouche avec du charbon actif, on vous même vous demander de prendre de la chlorella avant, après, et d'ailleurs ça serait conseillé, et moi je conseillerais même de rajouter de l'optimécène à forte dose. Et donc moi grosso modo je suis à Taïwan, et justement c'est une des raisons aussi, si je vais en profiter, c'est à dire qu'ici il y a un dentiste qui est reconnu, enfin qui est
agréé, représentant officiel, voilà, de l'association de la dentisterie holistique, donc dentisterie holistique, donc aux États-Unis, qui s'appelle IAOMT, quelque chose comme ça. Il y a une abréviation. Et donc ces dentistes sont des dentistes qui, eux, ont pris en considération toute cette problématique et qui ont développé donc des protocoles et des procédures de dental filling removal, avec tous les équipements qui permettent de faire que vous n'allez pas vous intoxiquer de façon exponentielle en les enlevant, ce qui sera bien pire que ne rien faire. Donc si vous ne trouvez pas de dentiste, il vaut mieux ne rien faire. Et il vaut mieux à la limite prendre de la chlorella tous les jours, du Opti-MSN, voire même de mâcher de la chlorella pour aller, je dirais, nettoyer, ou faire des bains avec du charbon actif pour aller nettoyer toute la bouche, et surtout après quand vous êtes brossé les dents. Voilà, enfin même prendre de l'aloe vera en bain de bouche, aussi du jus d'aloe vera pour calmer l'inflammation après avoir pris vous pouvez faire alterner chlorella, charbon, aloe vera. Donc ça, c'est ce que je fais moi aussi, parce que j'ai un amalgame qui est totalement oxydé dans une dent de devant d'une dent dévitalisée, donc qui m'a bousillé une partie de ma tronche, quoi. Depuis justement, surtout après avoir entrepris la chélation, qui m'a pas mal affaibli, parce que bon, malheureusement je n'avais pas toutes ces informations que j'essaie de vous donner à ma disposition. Donc moi j'avais commencé le protocole du docteur Klinghardt, tant bien que mal, à l'arrache, comme ça, avec des bouts d'informations glanées sur le web en anglais, mais bon, je dirais que c'était vraiment loin d'être suffisant. Donc voilà, j'ai à peu près dit. Il y a aussi d'autres choses que vous pouvez utiliser, que je vous présente.